Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un numéro un peu spécial de Demain n'attend pas. Je vais vous faire plonger dans le monde merveilleux du plastique fantastique, mais aussi du plastique toxique. On va passer 1 heure ensemble avec Rosalie Mann, qui est une femme qui a créé une fondation qui s'appelle No More Plastic Foundation et qui a également rédigé ce livre que je vous recommande vivement. Ensemble, on va tout dire, en fait, tout dire du plastique, ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire les déchets, et tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire tout le plastique qui nous entoure dans l'alimentation, dans les sols, dans les jouets, dans la cosméto, dans les textiles. Et on va se rendre compte, on va lever le voile ensemble sur les conséquences de cet environnement qui est complètement plastifié. Donc un numéro un peu spécial aujourd'hui qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Rosalie Mann pour un numéro assez passionnant. Rosalie, bonjour, merci infiniment de venir dans nos studios, dans les studios d'enregistrement de Demain n'attend pas. Tu me fais un bonheur sans nom de prendre du temps pour moi aujourd'hui, et je dois te dire que tu as bouleversé mon week-end, et pas seulement mon week-end. Ouh là là. Je prépare évidemment notre interview, je lisais ton ouvrage No More Plastic, qui prend le même nom que celui que tu as donné à ta fondation. Tout à fait. La No More Plastic Foundation, in English, please. Et tu m'as bouleversée parce que c'est un sujet que je pensais connaître un peu, tu vois, avec une petite centaine d'épisodes de Demain n'attend pas. Évidemment, quand on parle d'impact, on a déjà parlé plastique, avec certains de tes confrères et néanmoins amis. Donc je m'étais déjà un peu renseignée sur le sujet. Par ailleurs, on traite régulièrement des problèmes de réchauffement climatique, des problèmes de santé, etc. Donc j'avais l'impression, certainement pas d'être experte, mais en tout cas de voir à peu près les enjeux. Bon, eh bien, pas du tout. Je suis sortie j'allais dire mes 3 heures de lecture, mais c'est vraiment à peine plus que ça, parce que ça se lit très vite et très bien, en fait, ton livre, même s'il s'agit d'un livre, un essai et un livre technique, plein d'infos. J'en suis sortie aussi bouleversée parce que le soir même, on commandait à manger japonais, j'avais une tonne de plastique sur ma table. Et puis surtout, je commençais à regarder autour de moi et je voyais à quel point c'était juste absolument partout, et c'est là-dessus que tu nous éclaires. Alors concrètement, ton livre, il compile 7 années de recherche. Tout à fait. Où tu as mangé à peu près tout ce qui se faisait en termes de science pour comprendre les enjeux associés au plastique, qu'on parle d'enjeux environnementaux, d'enjeux de santé, d'enjeux sociétaux. Alors je ne sais pas si toi, tu es sortie de ce travail-là bouleversée, mais en tout cas, tu en es sortie plus motivée que jamais. Tu nous dis dedans que ta mission de vie, c'est informer le monde sur l'impact réel de la pollution invisible liée au plastique. Tu alertes par tous les moyens, tu promeus le changement au travers de ta fondation, on va y revenir, au travers de ton livre, au travers de tes prises de parole nombreuses. Et puis, tu fais plein de choses à côté, on y reviendra, j'espère qu'on aura un peu le temps pour ça, notamment au travers du prix The Human Prize que tu as créé l'année dernière et qui vise à récompenser des personnes qui sont particulièrement actives en termes d'impact. Et là, tu comprends tout ce que ça veut dire pour moi, parce que c'est à ces gens-là que je vais tendre le micro aussi. Alors, on va commencer, comme toujours, dans Demain n'attend pas, par parler de toi. J'aimerais comprendre ce moment où tu as eu un déclic autour du plastique, parce que ça n'a pas été une évidence toute ta vie. J'ai compris que tu avais commencé en travaillant dans la com, dans la production, dans la réalisation. Et puis à un moment, tu as fait cette bascule et tu t'es plongé à pieds et mains, à corps perdu, on va dire, à corps perdu dans le sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors en fait, ça s'est passé assez brutalement pour moi. J'adorerais dire que ma conscience écologique était toujours là, etc. Ce serait totalement faux, ce serait un véritable mensonge. Je pense que je suis l'une des premières à avoir acheté sur Internet, l'une des premières à avoir acheté les petites bouteilles d'eau gouttes de quelques centilitres, etc., d'avoir acheté des capsules de café Nespresso à tout va. Enfin voilà, j'étais l'antithèse de tout ce que tu peux imaginer en termes de compréhension de ce qu'on utilise vis-à-vis du plastique. Et il s'est simplement passé qu'on a eu notre fils. Notre fils est né asthmatique, avec des graves problèmes de respiration, mais qui se sont aggravés au fil du temps. Et à peu près, quand il avait 6-7 ans, on a
passé beaucoup de temps aux urgences. Et le pauvre, il était là avec d'autres enfants dans le même cas que lui. Et j'étais outrée de voir qu'il était dans l'impossibilité d'aller jouer, de partager tous les bons moments avec ses amis et ses copains. Et un jour, un médecin est venu me voir et m'a dit, vous savez, c'est normal, c'est la pollution. Et cette phrase... je comprends ce qu'ils voulaient me dire, parce que pour eux, c'est une normalité. Ils voient ça tous les jours, ça n'a rien d'exceptionnel, etc. Mais pour moi, qui vivais dans ma bulle, faut vraiment se rendre compte de la personne que j'étais, qui vivait dans sa bulle, son tourbillon de la vie, comme tu dis, avec plein d'activités, etc., avec la facilité d'acheter tout, de jeter sans conscience. Je me suis dit, comment ça, à cause de la pollution? Donc j'ai voulu creuser derrière ça, et j'ai appelé mon amie d'enfance, Alexandra Cousteau, avec qui j'étais colocatrice plus jeune, et qui j'étais son amie un peu anti-écolo. Voilà, on rigolait de ça, et je lui ai raconté ce qui se passait avec Alexandre, et elle m'a mis en contact avec différentes organisations, différents chercheurs, etc. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien creuser et comprendre les sujets, je voulais savoir ce qui se passait, qu'est-ce qui se cachait derrière le mot pollution. Et là, alors je me doutais bien qu'il y avait les questions de particules fines dans l'air, je vis à Paris, une capitale assez polluée, etc. Mais je n'imaginais pas que dans l'air, il y avait aussi des microparticules et des nanoparticules de plastique. Et à partir de là, pour moi, ça a été... alors, les magazines scientifiques en parlaient, National Geographic, etc., mais pas les journaux mainstream à l'époque. Et j'étais choquée de ça, parce que ça a un impact direct sur la vie de nos enfants. Mon fils fait partie des enfants nés pré-pollués, de microparticules et nanoparticules de plastique. Et il y a énormément de choses que j'ai fait en étant enceinte, que je n'aurais jamais fait si j'avais eu mon livre, par exemple, entre mes mains, etc., où je donne pas mal de conseils aux femmes, justement. Et ça m'a bouleversée. Je me suis dit, comment ça, un tel sujet n'est pas connu du grand public. Et d'ailleurs, on en rigole avec Alexandra Cousteau. On a partagé notre bouleversement à quelques années d'écart, en fait. Parce que c'est vrai que tu lèves le voile, tu dis, je suis une consommatrice lambda, en fait. Et plus en fait, que lambda, c'est vraiment une grosse consommatrice. Comme la plupart des Parisiens, comme la plupart des habitants de grandes villes, en tout cas, même si tu as commencé il y a, tu disais, 7 ans, 8 ans. Bien sûr, la conscience écologique, c'est beaucoup amélioré sur les dernières années, mais la compréhension de ce qui se joue dans le plastique, pas tant que ça, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé passionnant dans la recherche que tu nous livres. Je pense qu'on est encore très loin d'avoir... on est très très loin d'avoir compris ce que représente... Qu'est-ce qui se joue derrière le plastique. Et je voudrais commencer par là, si tu veux bien, Rosalie, parce que moi, quand tu me dis plastique... Avant de lire ton livre, en tout cas, je pense à un contenant. Je pense typiquement à la bouteille d'eau, peut-être à un contenant en PET pour ma nourriture. Et je pense derrière à une problématique autour du déchet. Voilà en gros à quoi la pollution plastique, ou les enjeux du plastique se résument, je pense. Tout à fait. On va dire pour moi avant la lecture de ton livre, mais pour beaucoup de gens. Et puis je comprends bien que tout ça va se finir dans l'océan et qu'il y a un drame qui se joue derrière, parce que l'essentiel de la pollution plastique dans l'océan, c'est des microplastiques. Ça va c'est mangé par les poissons, ça nous revient derrière. Je comprends bien qu'il y a un drame par là, mais ça s'arrête là. Je voudrais commencer par te demander de définir ce qu'est le plastique. Parce que tu nous parles de plastique solide avec des conteneurs, donc à l'image de ma bouteille, mais tu nous parles de beaucoup d'autres choses. Comment tu définis le plastique? Où est-ce que ça s'arrête? Alors en fait, le plastique, c'est un matériau qui a été inventé. En fait, c'est un résidu, on va même dire que c'est un déchet du pétrole. Donc déjà ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc c'est ce qui explique son bas coût. Et le fait que l'industrie du pétrole avait besoin d'en faire quelque chose. Parce que sinon, ils auraient dû gérer ces déchets. Donc, ils ont eu l'idée de pouvoir, non pas les jeter, mais les réutiliser pour en faire autre chose. Ce matériau, il va être ajouté à beaucoup de substances toxiques et perturbateurs endocriniens pour créer justement ce matériau fantastique qu'il est.
Parce que le plastique, c'est fantastique. Ça nous a permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale, ça a permis aux femmes de s'émanciper, ça nous a permis d'aller sur la Lune. Ça a plein de vertus, le plastique, il faut le reconnaître. Le problème, c'est que c'est un matériau qui est toxique. Et ça, on l'a oublié. On voit toutes ses vertus et ce qu'il représente être un progrès, mais on a complètement oublié sa toxicité. Et le plastique, bon, il y en a énormément de sortes qui existent par rapport à la forme de ce que tu lui demandes d'être, s'il est malléable, s'il doit être dur, s'il doit être incassable, etc. Évidemment, tout ça. Donc aujourd'hui, nous, on l'a classé en 7 catégories. Non pas parce qu'il existe 7 catégories de plastique, mais c'était pour être plus facile à trier et donc à recycler. Évidemment, il y a beaucoup plus que cette sorte de plastique qui existe. Il y a à peu près 16 000 à plus de 23 000 substances toxiques dans les plastiques. Donc, c'est pour te donner la toxicité de ces produits. Un plastique PET qui fait partie notamment des composants de notre chère bouteille d'eau, qu'on utilise beaucoup, surtout en ce moment en période de canicule, contient l'équivalent de l'arsenic, pour te donner... donc, c'est un peu... c'est un matériau qu'on a introduit dans notre quotidien, dans beaucoup de produits de notre quotidien, sans comprendre sa toxicité. Et c'est là où tout se joue, parce que évidemment que c'est pas qu'une question de gestion de déchets, comme beaucoup de gens le pensent. Quand tu as un matériau qui est toxique, c'est tout au long de son cycle de vie, dès sa création jusqu'à la fin de sa vie. Et un plastique, ça perdure très très longtemps, beaucoup plus que nous, puisque même quand il va se dégrader dans l'océan, dans l'environnement, etc., ça va mettre des centaines d'années, donc beaucoup plus que nous, et ça ne va jamais disparaître, parce que ça se transforme en microparticules et nanoparticules. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on en retrouve dans les stratosphères, dans l'atmosphère, et qu'on peut clairement dire qu'on vit à l'ère du plastique. Oui, on en retrouve partout. On en retrouve partout. Je veux juste apporter une précision à ce que tu viens de nous décrire, parce que c'est ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre pendant la lecture de ton livre. Donc, encore une fois, les plastiques, bien sûr, c'est notre bouteille d'eau, tu viens de la mentionner. Mais le plastique, c'est aussi un usage sous la forme de microplastique dans l'industrie. Tout à fait. C'est les microbilles qu'on met notamment dans les cosmétiques, absolument, mais pas que dans la peinture. Et là, en fait, c'est quelque chose qui probablement est moins conscientisé dans le consommateur lambda, ou en tout cas dans la consommatrice lambda que j'étais. Tout à fait. Parce que ça veut dire que dès qu'on met de la cosméto ou dans l'ensemble de nos produits ménagers, on va avoir du plastique. Tout à fait. Dans la formulation. En fait, tu as deux choses. Tu as le contenant et tu as le contenu. Donc, évidemment, il y a deux sortes de pollution. Il y a la pollution par rapport au contenant. Donc, même si tu as une formulation extrêmement clean, et d'ailleurs, je suis assez étonnée de beaucoup de marques de cosmétiques qui dépensent beaucoup d'argent pour faire des formulations très clean. Pour les mettre dans un contenant en plastique derrière. Et qui les mettent ensuite dans des contenants en plastique. Aucun sens, puisqu'évidemment, ton contenant en plastique va contaminer ta formulation. Donc, en fait, tu viens de juste... T'as flingué ton travail, etc. Alors, pas vraiment, puisque tant que le consommateur n'est pas au courant, tout va bien. Mais quand le consommateur va plus en plus prendre conscience que effectivement, ta formulation, elle a beau avoir un Nutri-Score exceptionnel, la réalité est tout autre. Donc ça, c'est la conscience qui est en train de se mettre en place en ce moment dans la société. Et après, tu as effectivement les formulations. Donc les formulations dans les cosmétiques, dans les gels douche, dans les produits exfoliants, dans les vernis à ongles, dans la peinture, dans énormément de choses. Et là, c'est au-delà du plastique qui est évidemment aussi le contenant, puisque souvent les produits de vernis ou de cosmétiques ou de exfoliants, etc., sont aussi emballés dans du plastique. Eh bien, ils ont déjà des microbilles dans leur formulation. C'est ce qui leur permet en fait d'être ultra résistants, brillants, glow, comme on dit.
Et tu vois, moi, j'aurais pas mis le mot plastique dessus. Tu parles des polyéthylènes, des polypropylènes et autres ingrédients. Et d'ailleurs, quand les femmes voient ça dans les formulations, parce que c'est très important de regarder les formulations. Alors, je sais, c'est un petit peu embêtant et en plus, c'est écrit super petit, donc il faut prendre une loupe au supermarché. Super petit, j'y arrive plus, moi. Je sais, c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de temps. Donc, un jour où vous avez du temps, regardez, parce que ça permet de regarder vraiment. Dès que vous voyez ces mots-là, vous savez qu'il y a du plastique dedans et donc d'éviter d'en acheter. Alors moi, j'aurais associé ça à des produits, à des dérivés du pétrole. Mais c'est un dérivé du pétrole. C'est effectivement le plastique, mais je n'aurais pas mis le terme plastique dessus. Oui, tout à fait. Pour autant, c'est du plastique. C'est du plastique, ce que tu nous dis, absolument. Donc ça, c'est pour la cosmétique. Après, tu as aussi dans les textiles. Beaucoup de gens, j'ai réalisé en donnant beaucoup de conférences à travers le monde, ne savent pas que le nylon, le lycra, le polyamide, tous ces matériaux que tu utilises dans le textile égale plastique. Et même cause, même effet. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant que les gens associent ça à un dérivé pétrolier, mais pas au terme plastique. Exactement, alors que c'est du plastique. On travaille d'ailleurs avec la Woolmark Company à faire connaître ça et surtout à ce que sur les étiquettes, il y ait la mention que c'est du plastique en fait. Alors tu nous dis ça et tu nous rappelles qu'un autre secteur est également concerné par ces microbilles de plastique, c'est le secteur des engrais et c'est pas neutre parce que derrière c'est toute notre alimentation qui va être impactée. Et les sols. Enfin, c'est d'abord les sols puis notre alimentation. Tout à fait. Donc on voit bien que quand tu fais ce tour-là, on est entouré, en fait, on est vraiment complètement cerné. Tout à fait. Et surtout que ça vient aussi... être trop déprimante quand même dans cet épisode, parce qu'on va parler aussi des solutions, de tout ce qu'on peut faire, mais il faut quand même commencer par se rendre compte de la réalité de notre monde. Donc tu nous dis, on a un problème de contenant et on a un problème de contenu. Et le contenu, il est partout. Tout à fait. Et tu nous dis aussi, en fait, quand on parle de plastique, c'est du produit chimique, c'est du produit pétrolier, et c'est des produits chimiques qui sont dangereux pour la santé. Associés, voilà, pour pouvoir leur donner toutes les superbes formulations qu'elles ont. Et d'ailleurs, c'est un produit formidable, c'est un matériau formidable. Ça, je ne conteste pas ce point. Je veux bien qu'on fasse un petit zoom sur trois d'entre eux, dont les termes sont connus. Mais qu'on associe à nouveau pas directement au terme de plastique, mais pour autant on comprend qu'il y a quelque chose de toxique derrière. Je voudrais te faire revenir rapidement sur le BPA, donc les fameux produits plastiques au bisphénol. Tout à fait. Qu'on a notamment dans les biberons et qui ont été interdits. Et pour autant, ils sont toujours. Alors tu vas m'en parler, je te les cite juste, et puis j'aimerais bien que tu reviennes sur chacun d'entre eux, parce que on a la conscience qu'il y a quelque chose qui se joue. Mais à nouveau, on ne l'associe pas au plastique. Mais j'aimerais bien que tu nous rappelles pourquoi c'est du plastique et puis surtout quels sont les dangers associés. Donc le BPA, les phtalates et les PFAS, les PFAS, voilà, exactement. J'arrive mal à prononcer. Qui ont fait l'actualité récemment. Absolument. Et sur lesquels des réglementations commencent à être mises en place. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça met une vraie problématique dans l'industrie du textile, puisque tout ce qui est imperméable, aujourd'hui, utilise des PFAS dans l'industrie textile. Donc, les interdictions, et ça, on le doit à beaucoup d'organisations, mais dont Camille Etienne, qui a énormément travaillé à vulgariser ce sujet auprès du grand public. C'est vrai que c'est une avancée énorme. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire voter par rapport à ces interdictions sur les PFAS. Alors, pour chacun d'entre eux, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le lien avec le plastique, qu'on l'ait bien compris? Où est-ce que ça se trouve? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et puis, où en est la réglementation? Parce que c'est quand même des termes où on connaît la nocivité. Tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, on ne peut pas faire grand-chose, déjà. Parce qu'en tant que consommateur, il y a beaucoup de ces produits qui ne sont même pas indiqués sur un produit que tu vas acheter. Donc c'est aujourd'hui toute la problématique que nous avons par rapport au plastique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de transparence de ce qu'on achète. Et ça dans beaucoup de produits. Donc aujourd'hui, on va te dire qu'effectivement, le BPA est interdit dans les biberons et dans les jouets. Et il se trouve que via une étude récente, on en a trouvé dans des produits relativement récents, sans compter qu'il y a énormément de plastiques qui viennent aussi de l'étranger. Bien sûr. Et qu'on achète sur notre territoire parce qu'ils passent bien la douane. Et dedans, c'est également beaucoup de produits toxiques. Donc malheureusement, à part d'avoir un
un laboratoire personnel chez toi. Donc il va falloir se détendre un peu et faire avec. Oui, je pense que vraiment sur ces sujets-là, autant les produits polyéthylène, nylon, polyamide, tout ça c'est facile, tu le vois sur les étiquettes et tu peux l'associer directement au plastique quand tu le sais, autant les BPA, sauf évidemment quand c'est écrit, et encore, puisque comme je te le dis, Que Choisir a mis en évidence que même s'il y a écrit BPA free, il y en avait quand même dans les produits. C'est très compliqué d'avoir une véritable action sur ces sujets-là. C'est pour ça que le consommateur n'est pas du tout le responsable. Et ça, je tiens à le souligner. Parce que je suis assez fatiguée de voir que la question du plastique est effectivement uniquement traitée sous son aspect de gestion de déchets. Et pourquoi est-ce que c'est fait comme ça ? C'est pour pouvoir mieux culpabiliser le consommateur dans il ne trie pas bien suffisamment bien, il n'a pas compris, il jette tout n'importe où, etc. C'est pas vraiment... Évidemment qu'il y a des incivilités, on le voit tous les jours dans la rue, dans les forêts, sur les plages, etc. Mais le produit, la production de ce produit, le fait qu'on l'introduise dans des matériaux, dans des produits du quotidien qu'on utilise tous les jours, quotidiennement. Une femme, par exemple, va mettre 15 à 23 produits quotidiennement sur le corps. C'est beaucoup d'ailleurs, comme moyenne. C'est beaucoup, mais ça va très vite parce que tu mets dedans ton gel douche, ton déodorant. Si tu te maquilles un peu, alors là, voilà. Et puis si tu es Kim Kardashian, tu arrives à 50 produits quotidiennement. Et tous ces produits, malheureusement, sont soit emballés dans du plastique, soit ont du plastique dans leur formulation. Et ça met en danger vraiment la population féminine sur le sujet. Alors on va y revenir un peu plus tard parce que évidemment je veux que tu nous fasses un zoom sur les conséquences réelles sur notre santé et puis tu as axé dans ton livre un chapitre entier sur les conséquences sur la santé des femmes qui sont, pour la raison que tu viens de mentionner et pour d'autres, plus vulnérables. Tout à fait. Peut-être pour terminer sur le chapitre des BPA, des phtalates et des PFAS. Donc les BPA, tu nous dis, c'est quand même beaucoup dans des matières qui s'apparentent à du plastique, comme dans les tétines de biberon. Les tétines de biberon, les anneaux de dentition, beaucoup dans les jouets. Voilà. Mais après, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut quand même veiller à limiter le plastique. On peut veiller, évidemment, mais quand tu vois que Choisir a mis en évidence que même des produits dits BPA free, il y en a dedans, enfin, c'est à se poser des questions tout de même. Les PFAS, tu nous le rappelais, c'est tout ce qui permet d'imperméabiliser ou de rendre les revêtements de poils plus résistants. Voilà, exactement. Anti-adhésives, imperméables, etc. Voilà. Donc on en a pas mal aussi. On en a pas mal aussi, mais encore une fois, la plupart du temps, c'est pas du tout indiqué. Alors aujourd'hui, parce que Camille Etienne a fait tellement de bruit, tu vas avoir des poils où c'est indiqué PFAS, sans PFAS, mais c'est nouveau, c'est tout nouveau. Mais tu ne verras jamais un imperméable ou un kawaii t'indiquer qu'il est sans PFAS. Où en est la législation du coup ? Pour l'instant, elle est en cours. Elle sera sur, je crois, janvier 2026 vraiment effective. Là, pour l'instant, tout le monde se met en branle-bas de combat pour voir comment ils vont faire. Et puis après, c'est une loi qui concerne la France et pas l'international. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, on a énormément de produits qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est aussi... Et c'est pas une loi européenne. Et c'est pas une loi, c'est une loi française pour le moment. Alors, je sais que Camille Etienne et d'autres organisations travaillent à ce qu'elle soit étendue à l'Europe, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Donc, on y reviendra, mais sur le plan législatif, il y a tout à faire encore. Quelques chiffres quand même pour se rendre compte de quoi on parle. Dans ton livre, tu nous rappelles qu'il y a aujourd'hui 460 millions de tonnes de plastique produits annuellement. Tout à fait. Alors c'est tellement grand qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est. Oui, ça ne donne pas vraiment l'idée aux gens, ils ne se rendent pas vraiment compte. Mais ce qui est important dans ce chiffre, c'est de se rendre compte que plus de 50% ne concernent que 2 secteurs. Et ça, c'est important de le mesurer. Et comme tu dis, c'est hyper important. Et l'autre chose qui me semble hyper importante, c'est la croissance. Oui, tout à fait. On a fait quasiment x2 en 20 ans. Tout à fait. Et on fera x2 en même pas 5-10 ans. Oui. Donc il y a quelque chose d'exponentiel. Alors les 2 secteurs, je veux bien que tu reviennes dessus, parce qu'effectivement, tu nous appelles aussi à un optimisme un peu plus... un optimisme mesuré, mais quand même un optimisme, parce que dans la mesure où c'est très concentré sur 2 secteurs, notre pouvoir d'action est plus grand.
Alors, le pouvoir d'action, non pas des consommateurs, mais des politiques et des industriels, évidemment. Alors, le pouvoir des consommateurs, c'est d'être conscient de ça. Et plus le public sera conscient de ça, plus il sera exigeant. Et donc, forcément, les choses changeront au niveau des industriels et des législations, évidemment. Les deux secteurs, c'est l'emballage et le textile. Ouais. C'est vraiment les deux secteurs. Et quand tu sais ça et que tu te rends compte de ça, tu vois bien que finalement, c'est pas si problématique que ça. Pourquoi ? Parce que dans les packaging, ce qu'on constate parce que mon organisation fait aussi du conseil auprès d'entreprises pour déplastifier, ce qu'on constate, c'est que sur ces packaging, on a à peu près 30% de packaging totalement inutiles, qu'on n'a jamais challengé. On ne s'est jamais dit pourquoi est-ce qu'on a vraiment l'utilité de ce plastique. Donc déjà, on a ces 30% qui sont des packaging totalement inutiles, donc il n'y a même pas besoin. C'est énorme. C'est énorme. 30% de ces 30%. Donc c'est beaucoup de plastique, parce que c'est 36% le packaging. Donc c'est 30% de ces 36%, eh bien, sont des packaging totalement inutiles. Ça va aller de la petite fenêtre sur ton paquet Barilla, par exemple. D'ailleurs, ils ont déplastifié leur industrie en enlevant cette petite fenêtre qui est totalement inutile, mais ils n'avaient jamais challengé le sujet jusqu'à présent. Ça va à ta banane enveloppée dans du plastique, des fruits, des concombres emballés dans du plastique, enfin des produits qui n'ont pas besoin d'être emballés dans du plastique. Donc ça correspond à beaucoup de tonnes de plastique. Ensuite, tu te rends compte que dans le packaging, on a beaucoup d'innovations qui existent déjà. On en a beaucoup. On a évidemment le papier, mais on a le verre. Le verre, on le prend toujours comme un matériau du passé. C'est un matériau d'avenir. Il faut arrêter de le voir comme un matériau du passé. Sauf qu'aujourd'hui, comme on n'a pas mis les investissements nécessaires dans ce secteur, on n'en a pas fait le matériau d'avenir qui pourrait être. Le matériau d'avenir qui pourrait être, c'est un matériau ultra léger, incassable, fait à base d'algues, parce que c'est possible. Toutes ces innovations, elles existent. Donc on serait capable de le faire. Et d'ailleurs, il y a des investissements que la marque de champagne Telmont a pu recevoir. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire la bouteille de champagne la plus légère au monde. Ça montre bien que dès qu'on a l'investissement dans des secteurs d'activité qui sont des alternatives d'avenir, eh bien on est capable de faire de ce matériau quelque chose de vraiment incroyable. Et le verre, et je souhaite en parler du verre parce qu'il y a énormément de polémiques en ce moment où en fait on a vu cette étude sortir disant qu'il y a plus de microplastiques dans les bouteilles en verre que dans les bouteilles en plastique, donc ça fait beaucoup de bruit dernièrement. Je tiens à relever que les microplastiques qui sont dans le verre n'ont pas été produites par le verre. Ah, ils proviennent de l'alimentation, ils proviennent qui est du liquide des sources dans lesquelles il y a déjà des microplastiques, bien sûr. Puisqu'on vient de le dire, il y en a dans nos sols. Et ils proviennent également des capsules et des peintures présentes sur les capsules et les joints qui sont en plastique de ces capsules de bouteilles. Donc c'est important de le relever parce que ça te montre à quel point des petites choses totalement anodines peuvent contaminer un produit qui, lui, n'a absolument pas de propriété à pouvoir créer des microplastiques. Le verre ne crée pas de microplastiques. Et puis ça te montre aussi, autant il y a une énorme difficulté à dépolluer le liquide, autant Absolument. Le petit bout en plastique, lui, on doit pouvoir trouver une innovation qui remplace ce petit bout en plastique par autre chose. Tout à fait. Il y a plein de choses qui existent déjà, du caoutchouc naturel, il y a énormément de choses. On faisait très bien avant, sans ça. Les bouteilles en verre d'autrefois étaient bien fermées par autre chose que du plastique. Le sentiment que j'ai en t'entendant, c'est que les entreprises aujourd'hui sont quelque part dans un tunnel carbone. On a pris des engagements sur les réductions des émissions de CO2 assez forte, en tout cas pour les entreprises qui sont à SBTI. Même tellement fort qu'on peine et on sue dans beaucoup d'entreprises pour décarboner la chaîne. C'est loin d'être facile. Sur le plastique, c'est mentionné un peu partout, mais il y a peu de grands plans plastiques mis en place. Non, il n'y a pas de plan de déplastification mis en place. Aujourd'hui, on devrait se créer une société de déplastification et on ne le fait absolument pas. Aujourd'hui, on te parle beaucoup de décarboner. Mais décarboner sans déplastifier, ça n'a pas de sens. Le corollaire au changement climatique,
c'est le plastique. Donc, je veux bien qu'on me parle des gaz à effet de serre générés par les voitures, les avions, l'industrie de la viande, etc. Mais le plastique, parlons-en. Alors, le plastique, on n'en parle pas du tout. Donc, si tu veux, on va s'arrêter là-dessus quelques minutes. Tu nous as évoqué les problèmes de santé engendrés par le plastique et on va y revenir parce qu'il y a beaucoup à en dire encore. Mais je veux bien qu'on prenne quelques instants pour parler des problèmes d'environnement. À nouveau, quand on pense à l'environnement et au plastique, on pense aux déchets. Tout à fait. Tu viens de pointer du doigt un autre sujet qui est pas des moindres, qui est la génération qui est les émissions de CO2 induites par la fabrication du plastique. Alors, il y a la fabrication, mais il y a aussi tout le cycle de vie du plastique. Oui. Et ça, on n'en parle jamais. Non. Et puis, il y a éventuellement un dernier sujet qui est le traitement du déchet derrière. Donc, on a 3 sujets qui ont trait au plastique sur tout son cycle de vie. Tout à fait. Et qui tous participent à émettre du gaz. Des gaz à effet de serre. Tout à fait. Et tu nous rappelles dans ton livre qu'on est aujourd'hui, alors je vais je me replonge dans mes petites notes pour pas dire d'erreur, mais on est aujourd'hui à pas loin de 4% des émissions de CO2. Ça, c'était en 2019 et on est en 2025. J'avais 4% en 2024, mais enfin à la limite, peu importe, oui. on est à quelque chose qui est finalement similaire à l'aérien, à peu près. Tout à fait, absolument. Dont on parle beaucoup. Et on ne parle pas du plastique. On ne parle pas absolument. Du plastique. Tout à fait. Du tout. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, on est en croissance exponentielle. Absolument. Donc avec tout à fait, on nous annonce 600 millions. Alors, tu vois, on est à 460 millions, même à peu près 500 millions de tonnes. Et on nous annonce 600 millions de tonnes pour 2030. 2030, c'est demain. Et c'est là où tu te dis, je ne comprends pas. On est censé réduire ce problème. Comme tu dis, il n'y a pas de vrai plan. Finalement, il y a une augmentation. Et alors... Et dans ces 4%, qu'ils soient en 2019 ou maintenant, je ne suis même pas sûre qu'il y ait tout. Parce que non, il n'y a pas tout. C'est absolument pas. C'est la partie production. C'est la partie production. Qui génère ça. Et il n'y a absolument pas aujourd'hui de données, de chiffres sur je dirais, les gaz à effet de serre émis de tout ce qui est produit en plastique. Et ça, il y en a beaucoup, parce que je vais te donner des exemples, notamment nos routes. Aujourd'hui, le béton que tu vois, il y a du plastique dedans. Voire pire, du plastique recyclé, nos maisons, nos toits, nos piscines, nos terrains de basket, etc. etc. Quand tu parles de plastique, là tu parles d'ingrédients à nouveau, de microplastiques. Non, de matériaux plastiques qui sont ajoutés au béton pour qu'il soit plus imperméable. Je comprends. Formidable. Je comprends. Et donc, quand tu as des rayons UV du soleil qui viennent sur ces matériaux, eh bien, ils vont générer des gaz à effet de serre, tout simplement. Et donc, toutes ces données, en fait, aujourd'hui, malheureusement, on le regrette avec une scientifique qui a découvert ça en 2018 avec son équipe. Elle est basée à Hawaï. Et on regrette qu'il n'y ait pas de données aujourd'hui actuelles, ou en tout cas actualisées sur ces choses, et surtout à échelle mondiale. Oui. Aujourd'hui, ce serait très intéressant de savoir qu'est-ce que ça représente à échelle mondiale, tous les jours, à chaque rayon UV du soleil, ces gaz à effet de serre générés par le plastique ou le plastique recyclé, venant de tout ce qu'on a autour de nous avec du plastique. Parce qu'en tout cas, quand tu sors de la sphère des scientifiques, je pense que c'est une information qui n'est pas du tout connue. On conçoit que la fabrication du plastique génère du CO2, c'est la production, absolument. Exactement. On le conçoit. Par contre, que les plastiques qui sont en cours d'usage émettent des gaz. Alors en fait, c'est au contact de la chaleur. Donc c'est soit le rayon UV du soleil, soit situé chez toi avec, je sais pas, un lampadaire, quelque chose, il va également générer des gaz à effet de serre. D'une façon ou d'une autre, est émetteur. Exactement, est émetteur. Et je te donne un exemple, notamment quand on a des sapins de Noël en plastique dans son appartement, souvent en hiver, donc il fait assez chaud dans l'appartement, ça génère des gaz à effet de serre dans ton appartement. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pour les lunettes de soleil qu'on porte, ils sont tous en plastique aujourd'hui, enfin quasiment, il existe très peu de marques qui font autrement. Et bien évidemment, comme elles sont des lunettes de soleil, tu les utilises forcément au soleil. Et bien ça génère des gaz à effet de serre, etc. Mais ça va aller aussi avec ton t-shirt en polyester, ta robe en polyester, en polyamide. Tout ça, dès que tu es
au contact de la chaleur ou des rayons UV du soleil, ça va dégager des gaz à effet de serre. Alors, comme tu le disais avant, c'est bien dommage que ce ne soit pas mesuré pour qu'on se rende compte de la part que ça représente. Tout à fait. Dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'au-delà des émissions induites par l'augmentation de notre production de plastique, on a le stock de plastique, puisque tu le rappelais également, ça ne disparaît jamais. Tout à fait. Le stock de plastique qui est potentiellement émetteur et qui vient se rajouter en boucle de rétroaction. Et les déchets d'ailleurs dans la nature, dans l'océan, etc., qui eux aussi, en décomposition, génèrent des gaz à effet de serre. Absolument. Et les déchets, parce que... peut-être faire 30 secondes dessus, parce que ça, on le perçoit assez bien, cet enjeu-là. On voit bien que les déchets terminent en partie dans la mer, en partie en décharge, en partie incinérés. Tout à fait. Voilà. Mais on a aussi cet enjeu-là en tant que tel, avec l'océan plastique qui, pour le coup, a sensibilisé quand même beaucoup de gens. Alors ça a sensibilisé beaucoup de gens, mais en fait c'est que le haut de l'iceberg, et ça je le regrette beaucoup parce que en fait on se contente de penser que c'est juste une question d'océan, alors qu'en fait pour te donner une ordre d'idée, nos terres sont 4 à 23 fois plus polluées que nos océans. Alors là aussi, tu nous lèves un voile parce que la pollution par le plastique des sols est, je pense, vraiment un angle mort de nos connaissances aujourd'hui, de nos connaissances grand public. Malheureusement, oui. Donc, si tu veux bien, on peut s'arrêter quelques minutes là-dessus, parce que c'est à la fois... Tout à fait. Je vais reprendre le terme avec lequel j'ai ouvert cette discussion, mais bouleversant quand même. Tout à fait. On parle de nos sols en se disant qu'ils sont épuisés par les engrais, mais on ne les imagine pas pollués par du plastique ou du microplastique. Tout à fait. Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur le phénomène qui induit cette pollution ? Alors, c'est simplement l'industrie agroalimentaire aujourd'hui qui utilise beaucoup de plastique dans nos sols. Ça en fait partie. Après, tu as tous les épandages aussi qui sont qui génèrent énormément de microparticules de plastique. Et il faut savoir que ces microplastiques aujourd'hui mettent en danger les vers de terre. Alors, pour beaucoup de gens, c'est pas très important, mais pour un agriculteur ou quelqu'un qui connaît un peu les terres, va vous dire à quel point c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les vers de terre sont en voie d'extinction à cause de ces microparticules de plastique qu'ils ingèrent, qui se retrouvent dans les sols. Et ça, c'est vraiment problématique parce que sans vers de terre, tu n'as plus de terre fertile, en vie, vivant, etc. Donc ça, c'est qu'un détail. Mais il y a aussi les microplastiques qui vont altérer la photosynthèse de nos plantes. Et ça, c'est aussi, il faut le mesurer. Alors, ça impacte aussi les algues et les forêts d'algues dans l'océan, mais aussi dans nos terres. Donc, tout ça induit très clairement à quel point aujourd'hui, dans l'agroalimentation, en tout cas la manière dont on fait aujourd'hui de l'agriculture, met en danger clairement nos sols et sur plusieurs années. Parce que c'est très compliqué de retirer des microparticules ou nanoparticules de nos sols. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas trouvé la technologie. Alors, on le trouvera certainement. Mais pour le moment... C'est les engrais et puis... Tu nous rappelles dans ton livre autre chose également, tu nous parles de la responsabilité de l'industrie textile qui, en étant très basée sur des produits plastiques, 70% du textile, 70% du textile, c'est énorme. Ça part en microparticules pendant les lavages, ça va dans l'eau. Alors oui, pas que pendant les lavages, c'est ça à l'usage. C'est surtout l'usage. Et ça, on n'en parle jamais. On te parle beaucoup du moment où tu vas laver ou nettoyer tes vêtements, mais pas au moment où tu les portes. Et en fait, quand tu portes un vêtement en matériaux synthétiques, tu crées et génères des microparticules qui vont dans l'air et qu'on retrouve ensuite à respirer. Donc pollution de l'air qui génère les problématiques que tu as eues avec ton fils. Tout à fait. Et aussi pollution des eaux au moment des lavages qui va finir d'une façon ou d'une autre à une station d'épuration sans être bloquée par la station et ça terminera dans les sols. Dans les sols, exactement. Rebelote. Donc, tout à fait. Ça vient s'ajouter à la pollution microplastique des engrais. Tout à fait. Cette pollution-là induite par du textile. Induite par l'industrie du textile, absolument. Alors ça concerne les endroits où il y a des usines textiles. C'est pour ça que je te disais que les terres sont 4 à 23 fois plus polluées en fonction de où tu te situes. Évidemment, il y a des terres qui le sont moins que d'autres. Ça dépend les usines. Alors, soit de recyclage que tu peux avoir pas loin des terres en question, soit justement les usines de textile, soit les usines concernant les teintures, parce qu'il y a également beaucoup de microplastiques dans les teintures.
Enfin voilà, oui, c'est assez large. Alors, c'est énorme. Et puis, il y a 90% de ce qu'on se dit là n'est pas perçu, n'est pas compris, n'est pas... ouais. Et du coup... On n'en parle même pas, en fait. Non, c'est ça qui est dingue. C'est dingue, c'est incroyable. Et du coup, on le disait tout à l'heure, du coup, il n'y a pas de grand plan chez les industriels pour changer les formules, parce que c'est pas pris... mais je ne leur mets pas la pierre parce qu'ils ne le savent pas. Non, moi, je rencontre beaucoup d'industriels qui n'ont pas conscience de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont lu mon livre et qui ont découvert beaucoup de choses, que ce soit des députés, des sénateurs, des chefs d'entreprise. Ils n'ont pas mesuré à quel point... En fait, aujourd'hui, on est clairement à la même époque où les médecins recommandaient à leurs patients de fumer sans savoir que ce n'était pas bon pour la santé. C'est aujourd'hui, que tu prennes cette image-là, c'est exactement ce qui m'est venu. C'est parce que c'est exactement ça. On vit cette époque-là. Ouais. On vit l'époque où en fait les gens recommandent d'utiliser le plastique, ou pire, le plastique recyclé, sans savoir de quoi il en parle, de quoi il en retourne en fait. Ils ne se rendent pas compte de l'impact systémique qu'a ce produit. Alors, les conséquences, tu les abordes très largement dans ton livre et tu les abordes sur la base systématiquement, je veux le répéter, d'études scientifiques. Absolument. Avec des publications dans Nature et dans les plus grands journaux scientifiques. Dans les plus grands journaux scientifiques, j'ai essayé de prendre vraiment les études les plus sémantiques. Ouais. Alors, ça va peut-être pas parler aux gens, mais les études sémantiques, ça veut dire qu'en fait, c'est une étude qui ne viendra pas à être... qui sera toujours d'actualité dans 20, 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire qu'elle est tellement fondamentale, elle vous donne tellement des indications, comme notamment cette étude qui montre que tout produit en plastique ou plastique recyclé génère des gaz à effet de serre. Ce sont des études qui, en fait, vont permettre d'aller plus loin pour d'autres chercheurs et d'avoir davantage d'informations concernant... tout ce qu'on ne sait pas encore sur le plastique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Ça, c'est la base. J'ai essayé de mettre, en fait, dans ce livre, tout ce qu'on devrait tous savoir et connaître sur le plastique. Alors, dans les conséquences, il y en a un certain nombre qui commencent à être connus, pour le coup, et sur lesquels je vais passer vite, et je vais t'amener à nous éduquer sur quelques angles morts. Ce qu'on connaît et ce qui est vulgarisé dans la presse quand même depuis quelques années, c'est les perturbateurs endocriniens, les effets de retard de puberté, de baisse de la fertilité. Je rappellerai juste un chiffre que j'avais déjà vu mais qui m'a refrappé, c'est la diminution de 50% des spermatozoïdes sur un homme en âge de fertilité. En âge de fertilité, oui. Sur les, je ne sais plus, 20 ou 30 dernières années. Enfin, c'est une baisse vraiment brutale. Absolument. C'est aussi l'augmentation des cancers chez les moins de 50 ans. Tout à fait. Ça, je trouve qu'on en parle, mine de rien, sans comprendre bien les tenants et les aboutissants, d'où ça vient, mais quand même, là, on commence à en parler. Tout à fait. Je voudrais t'emmener sur deux angles morts dont on parle pas ou peu, les bébés. Oui. Et les femmes. Oui, en fait c'est lié. Oui. Parce que ce n'est pas une question de féminisme ou quoi quand je dis que les femmes sont beaucoup plus impactées par la pollution microplastique, c'est simplement qu'elles donnent la vie. Et donc comme elles donnent la vie, elles vont forcément contaminer les générations à venir. Tout simplement aujourd'hui, on a retrouvé des microplastiques et nanoplastiques dans absolument tous les placentas. Et les femmes dans les pays développés comme le nôtre sont beaucoup plus impactées pour la simple bonne raison qu'on vit dans le plastique. On a le luxe de vivre dans le plastique, ce qui n'est pas le cas des femmes dans les pays en voie de développement. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aussi impactées par tout ce qu'il y a en termes de déchets dans l'environnement chez elles, mais elles vont utiliser beaucoup moins de produits tout simplement par moyen emballés dans du plastique ou qui contiennent du plastique. Donc nous, les femmes dans les pays des pays riches, eh bien nous sommes en première ligne de cette crise sanitaire, parce que c'est vraiment, on n'ose jamais mettre ce mot sur cette situation, mais c'est bien le cas. Aujourd'hui, on est face à une crise sanitaire. On a des augmentations de cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers du côlon, des cancers donc colorectal, etc., une augmentation de l'endométriose chez les femmes,
Et tout ça pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'au moment du cycle de la femme, et le cycle de la femme, c'est plus de 50% de la vie d'une femme, puisque c'est la puberté, c'est les menstruations, c'est la ménopause, mais aussi la grossesse et la lactation, eh bien, elles vont stocker davantage les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans les plastiques et les microplastiques qu'elles ingèrent. Tu as le double effet qui se coule. D'une part, j'utilise plus de cosmétiques et les cosmétiques sont de façon invasive surchargés par des microplastiques, ce qu'on ne sait pas nécessairement. Absolument. Et par ailleurs, j'ai une tendance à capter, à garder, à stocker. Tout à fait. Et je suis horrifiée de ça parce que au moment de la puberté, eh bien, les jeunes filles aujourd'hui, avec tous les réseaux, le marketing qu'il y a autour de l'industrie de la cosmétique et des maquillages, mettent énormément de produits sur elles, souvent dans du plastique parce qu'elles n'en ont pas les moyens d'acheter dans autre chose, et avec des conditions sanitaires extrêmement graves pour le futur. Parce que c'est un âge c'est un âge où tu vas stocker énormément ces perturbateurs endocriniens et donc avoir des cancers à l'âge adulte. Et c'est catastrophique. Et je ne comprends pas qu'on ne fasse pas plus de messages d'alerte, de sensibilisation auprès des jeunes, dans les lycées, sur ce sujet. Surtout que il n'est pas nécessaire de se maquiller tant que ça, et il y a des solutions qui existent. Nous, on a notamment mis en place un pop-up store au printemps Haussmann qui a lieu jusqu'au 5 juillet. Et dedans, j'ai volontairement mis des produits, dont des produits de maquillage, dans lequel il n'y a ni de microplastique dans les formulations, ni dans les packaging. Parce qu'en fait, les solutions et les innovations, elles existent déjà. Les industriels n'ont plus d'excuses. Je suis désolée. On a énormément de choses qui existent déjà. Alors, on va y venir en fait. Bien sûr. On a pris notre temps en fait toutes les deux, et je te remercie parce que ton livre est passionnant là-dessus et je voulais entendre ta voix sur tous ces sujets. On a pris notre temps pour retirer le rideau et pour avoir une bonne conscience de ce qui se passait, pour comprendre comment tous ces microplastiques passaient dans notre organisme et quelles conséquences ça pouvait avoir. Et par quel vecteur, le contenant, le contenu, l'aliment, le textile qu'on porte. Enfin, tout à fait. Et je pense que c'est important de se rendre compte que l'ampleur de ce que ça représente. Absolument. Et aussi du coup que quoi qu'on fasse, en fait, personne ne va y, même en étant très en veille, on ne va pas y échapper. En fait. Ah oui, non, tout à fait. Et puis surtout, je te donne un exemple assez précis. Si on prend la brosse à dents, toutes les brosses, qu'elles soient en bambou, en plastique, etc., sont toutes en nylon. Et le nylon, c'est du plastique. Oui. Donc tous les matins, en fait, on ingère des microparticules et des nanoparticules au frottement de ces brosses sur nos dents. Quand on ingère, peut-être qu'on ne l'a pas dit assez précisément, mais quand on ingère, que ce soit via la brosse à dents ou via l'alimentation, ça rentre dans notre corps, ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang et ça va même jusqu'au poumon, le cœur et jusqu'au cerveau. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe en plastique dans notre cerveau. C'est assez inquiétant, oui. Et puis, ça va en s'empirant, à la fois par les quantités qui augmentent et parce qu'on commence, comme tu le disais, dès le placenta à s'entourer de ce plastique. Pour autant, tu nous le rappelles, il y a des solutions, il y a de l'innovation, il y a de la réglementation en cours. Donc je veux bien qu'on y passe un peu de temps. Absolument. À tous les niveaux, c'est-à-dire nous en tant que consommateurs, nous en tant qu'acteurs d'entreprise, nous en tant que politiciens, émetteurs de loi. Qu'est-ce qu'on a devant nous pour pouvoir transformer le monde qui nous entoure et le déplastifier ? Alors déjà, il faut comprendre que quand tu as compris la toxicité de ce produit, à la base, il faut que collectivement, et je parle bien collectivement, on réalise que le recyclage du plastique ne nous sauvera pas. Merci d'appuyer sur ce point-là, parce que ce n'est pas une évidence non plus. Exactement. On a l'impression d'avoir fait notre job quand on recycle. Et finalement, ce n'est pas le consommateur qui recycle. Parce que souvent, les gens me disent ils font l'amalgame entre trier et recycler. Ce n'est pas parce que vous triez, et ça, il faut continuer à le faire, c'est pas ce que je remets en cause, que pour autant vous recyclez. Donc, il y a aussi cet amalgame de tri et recyclage. Le recyclage, en fait, aujourd'hui, recycler un produit qui est toxique n'enlève pas sa toxicité.
Au contraire, ça remet en circulation ces produits toxiques et ça va générer davantage de microparticules et de nanoparticules de plastique, tout simplement parce qu'en fait, le recyclage du plastique, ça n'existe pas. C'est un mythe. Aujourd'hui, ce qu'on a, et d'ailleurs c'est une scientifique, Nathalie Gontard, qui a mis ce mot dessus, et je trouve qu'il est assez juste, on pourrait parler de décyclage. Parce qu'en fait, un plastique, au contraire du verre ou du métal, va perdre de son extraordinaire à force d'être recyclé et réutilisé. Donc il ne se recycle pas, tu n'en fais pas à l'identique le même produit. Ce qui est le cas du verre. Le verre, tu peux reprendre ta bouteille en verre et refaire une bouteille en verre à l'identique. Ça n'est pas le cas par rapport au plastique. Donc on ne peut pas parler de recyclage de plastique. C'est déjà, en fait, on a un problème avec de définition sur ces sujets-là. Ça, tu nous dis, bon, ta bouteille ne va pas redevenir une bouteille, elle deviendra un vêtement de maigre qualité. Même si elle redevient... Il va continuer à émettre des microplastiques. Absolument. Mais aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, puisqu'on investit quand même beaucoup d'argent sur ces innovations de recyclage. Donc il y a des sociétés qui savent faire une bouteille pour en faire une autre bouteille. Sauf que ce n'est pas une autre bouteille. Ce sera 10 bouteilles pour faire une bouteille. Parce que ce problème de décyclage. Parce qu'on ne peut pas parler de recyclage. Et donc, quand tu comprends ça, et surtout quand tu comprends que la toxicité, tu ne la fais pas disparaître, et qu'au contraire, elle va générer toujours et encore des microparticules et des nanoparticules de plastique qu'on retrouve aujourd'hui dans notre organisme, on comprend clairement que le recyclage ne nous sauvera pas. Bien au contraire. Ça aggrave la situation. Et je tiens à en parler parce que je suis assez surprise que les ONG n'aient pas le courage de le dire haut et fort. Le plastique recyclé aggrave la situation, clairement, que ça soit climatique, sanitaire et économique. Mais Rosalie, je pense que c'est très lié au fait qu'on perçoit le plastique comme un contenant qui va devenir un déchet. Donc le recyclage paraît être une solution au problème du déchet. À partir du moment où tu nous rappelles qu'un problème majeur du plastique, au-delà du déchet, ce sont les problèmes de toxicité qui génèrent moult maladies. Là, on comprend bien que ton plastique recyclé va exacerber en fait ton problème parce que il aggrave la situation et exacerbe la situation. Tu le dis très justement. Mais ce que je suis assez surprise de voir, c'est que en face de moi, j'ai des gens qui disent oui, mais c'est une étape. Non, ce n'est pas une étape. Si tu viens remettre de l'huile sur un feu, d'où tu me dis que c'est une étape. Tu accélères une situation dramatique. Tu accélères le changement climatique, tu crées davantage de microparticules et de nanoparticules dans l'atmosphère, dans l'air, dans les sols. D'où on peut parler d'étapes. En fait, c'est ça qui est un problème. C'est qu'on a du mal à mettre... mais je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que tous les déchets qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'environnement, dans l'océan, fait que l'être humain a envie de faire quelque chose et de faire quelque chose vite et bien. Et donc ce qui nous vient, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de recycler, c'est de se dire ah c'est génial, on va ramasser, en refaire quelque chose. Mais quand tu as compris que le refaire quelque chose va aggraver la situation, il faut se faire à l'idée. Je pense que ce point-là n'est pas compris en fait. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de perception sur l'impact, il n'y a pas de compréhension de l'impact en termes de microparticules et de substances toxiques du plastique recyclé. Par le grand public. Mais les gens des sénateurs ou des industriels qui ont lu mon livre, continuent tout de même à garder ce type de discours. Oui, mais c'est là où je me dis ça va plus loin en fait. Et ça va plus loin pour quelle raison ? Pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut parler clairement, et je ne mâche pas mes mots, d'idéologie du plastique. C'est-à-dire qu'on a tellement associé le plastique au progrès qu'on n'arrête pas le progrès. Et en fait, on a l'impression que si on arrêtait le plastique, on reviendrait à l'âge de pierre. Et donc, du coup, ils ont du mal à comprendre qu'on a fait une erreur et que ce qui va nous amener au progrès, c'est non pas de continuer avec cette erreur, mais de bannir ce problème. Et surtout que les faux débats dont on me parle très souvent, c'est de me dire mais comment vous feriez sans plastique, les avions, la médecine, votre réfrigérateur, votre iPhone, etc. Parlons-en. Ça m'intéresse beaucoup de mettre en évidence ces points-là. La technologie aujourd'hui utilise 3%
des 460 millions de tonnes de plastique. La médecine, 2%. Gardons-les, ceux-là. Et même eux, aujourd'hui, déplacifient leur industrie parce qu'ils ont conscience qu'il y a un problème. Donc, on comprend bien que c'est des faux débats, qu'on est en train de chercher des excuses à une évidence. D'où on appelle à focaliser nos énergies sur le textile et sur les emballages. Absolument. Parce que là, il y a de quoi faire. Tout à fait. Nos textiles n'étaient pas à 70% en matière plastique il y a quelques décades. Absolument, et surtout qu'on pourrait faire, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur le sujet. On pense que, par exemple, ce qui est intéressant avec le textile, c'est tous ces matériaux très élastanes, qui te permettent de faire du sport, des choses comme ça. Alors qu'en fait, la laine est un matériau qui permet tout ça et qui a déjà permis tout ça. Les imperméables en laine, ça existe et elles sont waterproof. Les maillots de bain en laine, ça existe et d'ailleurs on en propose sur notre pop-up et c'est pas des maillots de bain crochetés par ta grand-mère, c'est des tissages bien finalisés et en usine qui permettent d'avoir une étanchéité, d'avoir ce côté waterproof aussi. Donc il y a énormément de technologies dans ces matériaux naturels qui sont vivants et qui te permettent de respirer. Le plastique, le polyester, le polyamide, quand vous mettez un maillot de bain par exemple en polyamide sur vous, vous allez ingérer par les pores de votre peau les substances toxiques présentes dans ce matériau, mais vous allez aussi générer des microparticules en vous baignant. Donc Donc, les solutions que tu mets en avant, Rosalie, c'est à la fois réduire, commençons par là, réduire et réduire. Absolument, et c'est super parce qu'à l'UNOC, ça c'est un point sur lequel 96 pays se sont enfin mis d'accord de réduire drastiquement la production de plastique. C'est déjà une étape, mais on a 50 ans de retard en fait avec le traité international contre la pollution plastique, parce qu'en 1970, et j'étais même pas née, le commandant Cousteau parlait déjà des problèmes de toxicité de ces matériaux et du fait qu'ils empoisonnaient le cycle de l'eau et que les océans allaient être en danger. Donc, évidemment que l'être humain allait être en danger également. Et ça, c'était 1970. Ça veut dire qu'en 1970, le commandant Cousteau, et pour les plus jeunes, ça leur dira pas grand-chose, mais le commandant Cousteau était aussi connu que Kim Kardashian ou Beyoncé à l'époque. Je sais pas s'il aurait apprécié le parallèle. C'est pas grave. J'en ai parlé avec Alexandra, elle est d'accord avec le concept. Mais en tout cas, c'est juste pour que les gens mesurent la popularité et le poids que pouvait avoir un commandant Cousteau à l'époque. Et malgré cela, on n'a pas voulu l'entendre et l'écouter. Donc, sur le traité international contre la pollution plastique, on a 50 ans de retard. Parce que ça fait près de 50 ans qu'on connaît. Et tu sais, on a 50 ans de retard dans beaucoup de sujets qui ont trait à l'environnement. On se rappelle également du rapport Meadows qui date des années 70, 72, je crois. Absolument, tout à fait. Qui parlait déjà des limites planétaires. Absolument, etc. Absolument. Mais c'est vrai qu'il est difficile pour l'homme de faire autrement, d'imaginer un monde différent de celui dans lequel il est aujourd'hui. On en parlait avant de commencer l'enregistrement. Pour pouvoir réduire le robinet, puisque c'est de ça dont il s'agit, tu nous rappelles qu'il y a de l'innovation et il y a des matériaux historiques, en fait, qui font très bien En fait, voilà, on parle souvent beaucoup d'innovation, comme s'il y avait besoin d'innover. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'innover, il y a besoin de réutiliser des matériaux qu'on a déjà et de les faire évoluer, avec évidemment de l'innovation. Mais ce n'est pas repartir sur une page blanche, en fait. C'est se dire, aujourd'hui, on a le matériau du verre qui est incroyable. Comment on le rend plus un matériau d'avenir? La laine, incroyable, comment on le rend un matériau d'avenir? Le lin, le chanvre, les algues, tous ces matériaux qui existent déjà. Aujourd'hui, quand tu vois par exemple des salons comme Change Now, qui existent depuis près de 8 ans, ça fait 8 ans que Change Now présente des stands avec toutes les innovations qui existent déjà. Comment ça se fait que toutes ces innovations, on ne les retrouve pas dans nos produits du quotidien? Oui. Alors derrière ça, il y a un sujet de prise de conscience et là on en vient à ta fondation parce que c'est à ça que tu œuvres au quotidien, faire comprendre l'ensemble de ces sujets qu'on a vulgarisés aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actions? Tout à fait, mais je voudrais juste revenir sur un point, c'est que derrière ça, il y a vraiment la popularité que nous collectivement on donne au plastique recyclé. Pourquoi? Je vais expliquer assez clairement les choses. C'est que quand on like, quand on commente, on applaudit, on prime les innovations faites autour du recyclage du plastique, en fait, qu'est-ce qu'on donne? On donne une popularité à ce matériau. Et donc, du coup,
aujourd'hui, les banques, les gouvernements vont investir des millions dans ces innovations-là et non pas investir sur les innovations qui, elles, nous permettraient vraiment de sortir de cette crise. Parce que c'est populaire. Et comme c'est populaire, les gouvernements, ils ont besoin de voix. Donc, ils vont aller vers ce qui est populaire. Et les banques, elles vont vers ce que les gens disent que c'est formidable. Donc, on est collectivement responsable de cette situation. Clairement, il faut qu'on sorte de cette idéologie du plastique, d'association du progrès avec le plastique. On n'ira pas à l'âge de pierre en réduisant notre production de plastique. D'ailleurs, si on avait demain, imaginons, les politiques, je ne sais pas, ils se réveillent, ils sont tous d'accord et se disent on va réduire de 50% la production de plastique. Si on réduisait de 50% la production de plastique, on reviendrait à 2017. Et 2017, c'était pas l'âge de pierre. Donc c'est juste pour te donner la mesure de l'ampleur de ce que ça représente et les idées reçues qu'on peut avoir sur cette question. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au travers de ta fondation No More Plastic Foundation? Comment est-ce que tu pousses cette compréhension des enjeux du plastique et aussi des solutions associées? Alors, ce qu'on fait avec No More Plastic Foundation, on alerte, on sensibilise, on vulgarise les études qui nous sont remontées. En fait, on a différents bureaux qui ont des liens directs avec différents scientifiques du monde entier. Donc, quand les gens nous disent oui, beaucoup d'études américaines, non, pas beaucoup d'études américaines. On a des études du monde entier, je dis bien du monde entier, australien, japonais, coréen, anglais, européen. Enfin, on a vraiment de tout et on essaye de vulgariser à chaque fois les études pour que le grand public puisse saisir ce dont on parle. Parce que les études, elles ne sont pas forcément accessibles. Donc ça, c'est le premier travail que nous faisons avec mon équipe. C'est vraiment de vulgariser les études qui nous sont remontées et qui nous paraissent intéressantes et importantes à faire connaître au grand public. Parce que ce point-là est pour moi très important parce que pour pouvoir résoudre un problème, il faut le comprendre. Et si on ne comprend pas... Bien sûr. On va dans une mauvaise direction. On l'a vu tout au long de cet échange. Il y a encore des zones d'incompréhension majeures. Absolument, tout à fait. Un gros travail de vulgarisation, très important. Auprès du grand public, mais aussi auprès des décideurs. Alors, on le fait auprès du grand public, auprès des décideurs. On a monté un comité de différents chercheurs. Dedans, il y a des gens du GIEC, mais aussi du CNRS et des citoyens lambda également, qui remontent des rapports pour nos sénateurs et nos députés. Ça, ce sont au niveau législatif. Et après, on agit énormément aussi dans les écoles, donc soit les universités, soit les labos de recherche associés aux universités, soit même les écoles, puisqu'on a monté le programme No More Plastic Kids, qui est un programme adapté aux enfants, en fait, qui a été créé par mon fils. Donc c'était, à l'époque, il avait 7 ans. Donc c'est un programme créé par un enfant pour les enfants et qui vulgarise justement tous ces sujets avec les 7 petits monstres du plastique qui ont pour ambition de conquérir la planète et d'en faire une planète plastique. Donc voilà, donc ça vulgarise et donne un côté ludique à la question et surtout ça permet aux enfants de réaliser que eux, à leur échelle, sont des vecteurs de changement. Par exemple, dans ce programme pour les enfants, on leur explique comment ils peuvent demander à leurs parents de faire attention sur leurs vêtements, de regarder les étiquettes, de savoir qu'un vêtement crée au moment de l'usure des microplastiques, que pour la rentrée de classe, qu'est-ce qui est préférable de faire pour son goûter, pour Noël, au moment de son anniversaire, qu'est-ce qu'il peut demander, parce qu'ils sont aussi des vecteurs de ce changement. Et au moment d'un anniversaire, par exemple, ils peuvent s'amuser autrement. Les ballons qui sont aujourd'hui la plupart du temps en plastique, c'est une catastrophe écologique et sanitaire également. Enfin, voilà, on essaie de les... Parce que c'est vraiment... Et pourquoi c'est important, cette étape auprès des enfants? Parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'on a créé toute notre société autour du plastique. C'est-à-dire que les moments magiques, les moments de fête, on les a associés au plastique. Et puis les cadeaux, les Barbie, les Lego, les ballons, les décorations de Noël. Le jeu est très associé au plastique. Mais en fait, et c'est très intelligent de la part de l'industrie du plastique, parce que du coup, ça crée des émotions. Et c'est tellement ancré en nous qu'on a l'impression qu'on ne pourrait pas avoir des choses magiques en dehors de ça. Et c'est là où c'est important, c'est de montrer aux enfants que si,
Vous pouvez avoir un anniversaire totalement magique, un Noël absolument grandiose, etc., sans tous ces produits. Et on l'a testé, cette éducation auprès de mon mari et moi, auprès de notre fils, et il y a des choses dont il n'a pas l'impression d'être dans cette écologie punitive, comme j'entends beaucoup parler, etc. Parce qu'en fait, pour lui, c'est même pas associé au plaisir, en fait. Donc, il n'est pas dans une contrainte. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est très important de créer une génération qui ne va pas se sentir frustrée parce qu'on va lui dire que telle ou telle chose est interdite ou est bannie de notre société. Et puis, c'est comme ça qu'on change les récits collectifs. Absolument, aussi. Rosalie, merci beaucoup. C'est une vraie masterclass que tu nous as donnée sur le plastique. Merci d'avoir pris ce temps-là. J'en viens à mes questions finales parce que je vois l'heure tourner, malheureusement. Bien sûr. Est-ce que tu as un livre à nous recommander qui a été important à un moment sur ta route, qu'on parle de plastique ou d'autres choses, tu vois, mais que tu aimerais nous transmettre aujourd'hui? Alors, moi, j'ai un livre que j'aimerais recommander aux gens, c'est Les Vertus de l'échec. Parce qu'en fait, en lisant ce livre, tu comprends très bien, parce qu'on met souvent l'échec comme quelque chose de dramatique, alors qu'en fait, c'est justement une porte de sortie. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que s'être engouffré comme on le fait dans le recyclage du plastique, c'est un échec. Et c'est pas pour autant que c'est négatif. C'est au contraire d'aller vers le progrès. Et pour ça, je recommande vraiment les gens de lire ce livre. C'est de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. C'est remarquablement écrit, c'est extrêmement positif et ça permet de montrer que l'échec permet en fait d'y arriver. Je pense qu'il parle aussi des conditions dans lesquelles l'échec permet d'y arriver, certainement. Oui, absolument. Oui. Mais l'échec est toujours perçu dans notre société. Oui, non, mais tout échec est vertueux. Et c'est ça qui est intéressant et qu'il explique extrêmement bien dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a associé, et c'est ça qui est regrettable, on associe dès le plus jeune âge nos enfants à ce que quand ils sont dans un échec, c'est négatif. Alors qu'en fait, c'est au contraire extrêmement positif. Quand tu as quelque chose qui a échoué, c'est que tu as appris de ton erreur. Et donc, comment on avance, comment on progresse? Progresser, c'est aussi reconnaître ses erreurs. Et c'est ce que j'aimerais que l'humanité arrive à saisir. Donc ce livre, je le recommande grandement. Merci, on va s'en saisir, c'est la condition de la transformation. On le comprend bien. Dernière question, Rosalie, s'il te plaît. À quelle personne inspirante et engagée tu aimerais passer le micro? Et c'est une question qui doit être très particulière pour toi parce que au travers du Human Price... C'est ce que j'allais te dire, c'est que... Tu te poses la même question. Je donnerais le micro à toutes les femmes qu'on a pu récompenser d'un Human Prize, bien évidemment. Donc on a Patti Smith, Camille Etienne ou Golshifteh Farahani sur la première saison. Magnifique. Ou la deuxième, Björk, Alexandra Cousteau, qui sont, ou Anouk Grimberg, qui ont toutes reçu un Human Prize. J'ai voulu créer ce prix justement pour permettre de donner une valeur à des gens qui engagent toute leur vie pour faire bouger les lignes de notre société. Donc c'est très varié, c'est pas juste écologique. On l'échange ensemble, on a plein de choses à imaginer. Merci beaucoup Rosalie, merci de nous avoir fait rentrer dans les arcanes scientifiques du plastique. Je recommande à tout le monde, et je vais vous remontrer le livre de Rosalie, je recommande à tout le monde de se l'acheter, de se le procurer, de le lire. C'est vraiment une après-midi dense mais indispensable. Et puis ensuite de l'offrir autour de soi. Absolument, parce que c'est pas un livre qu'il faut garder après l'avoir lu, faut vraiment le faire circuler. Non, j'ai déjà commencé, tu vois, je l'ai lu ce week-end et j'ai déjà commencé à le faire circuler. Parce qu'encore une fois, tu nous lèves le rideau sur tellement de choses qui ne sont pas connues et qui vont changer nos pratiques derrière. Comme tu viens de le dire, c'est par la connaissance qu'on peut ensuite évoluer. Prendre les bonnes directions et ne pas se faire avoir sur des mauvaises, fausses bonnes idées. Et je vais terminer avec ta dernière citation dans ton livre, qui est magnifique, une citation de Mohamed Ali. Tout à fait, que j'adore. Impossible n'est rien qu'une excuse avancée par ceux qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qui leur a été légué, plutôt que de chercher en eux la force de changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Impossible n'est pas une fatalité, c'est un défi. C'est un défi, et relevons-le. Absolument, j'adore cette citation. Quelle énergie. Merci à toi. Merci beaucoup.